En 1889, après plusieurs années de parenthèse, l'Internationale socialiste est relancée à l'occasion de l'exposition universelle tenue à Paris. Et plus que de coordonner les partis nationaux qui se renforcent en Europe, son objet est de nourrir un esprit de solidarité, de lutte partagée entre les militants. Et régulièrement sont réunis des congrès au cours desquels se manifeste cette sphère transnationale, à Bruxelles en 1891, à Zurich en 1893 et à Londres en 1896. Pierre Alérac, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de sciences économiques et sociales et vous avez été lauréat ex aequo en 2016 du prix de la Fondation Jean Jaurès pour votre travail sur le congrès de l'Internationale qui se tient à Londres en 1896. Et celui-ci vient de paraître aux presses universitaires de Rennes sous le titre « L'Internationale au milieu du gué ». Et une première question donc pour vous, pourquoi au milieu du gué ? Pourquoi ce congrès de Londres est-il important dans l'histoire de la Deuxième Internationale ? Merci. Alors, donc la réponse, disons, la plus immédiate, en fait, la chose pour laquelle le Congrès de Londres est connu, reste important dans l'historiographie du socialisme et de la Deuxième Internationale en particulier, c'est pour reprendre l'expression de certains acteurs de l'époque, séparer le bon grain de l'ivraie, pour avoir marqué une rupture plutôt définitive en fait entre socialistes et anarchistes, pour reprendre les deux grands labels, en fait entre deux grands courants du socialisme qui se disputent au moins depuis celle qu'on appelle la Première Internationale, donc l'Association internationale des travailleurs, fondée à Londres en 1864, et donc entre, disons, si on veut, les tendances marxistes et bakouninistes qui vont avoir leurs épigones au sein de la Deuxième Internationale. Et donc le Congrès de Londres, lui, c'est vraiment après plusieurs préparations, notamment à Zurich, puisqu'en fait la séparation entre anarchistes et socialistes se fait sur un texte préparé à Zurich et renforcé entre-temps par des mobilisations des socialistes d'un côté et des anarchistes de l'autre. En fait, le Congrès de Londres est important parce qu'il a officialisé, enterré en quelque sorte, si l'on veut, l'idée d'un grand schisme entre socialisme et anarchisme. Si on regarde des études historiques sur, par exemple, les socialistes ou les anarchistes, prenons par exemple celle de Constant Bronfman sur les anarchistes à Londres, elle s'efforce de montrer comment les communautés socialistes et anarchistes ont été très très liées tout au long du 19e siècle, et en particulier à la fin du 19e siècle, dans les décennies 1880-1890. Et en fait, ce que vient consacrer le Congrès international, c'est une séparation un peu officielle qui va se répercuter dans les espaces politiques nationaux entre, d'un côté, socialistes et anarchistes. Mais ces deux fractions vont continuer de lutter en participant encore à un certain nombre d'arènes en commun, puisqu'on aura quelques anarchistes qui seront présents, grâce à des mandats syndicaux par exemple, au Congrès suivant, au Congrès de Paris en 1900. Donc voilà, la principale raison pour laquelle on peut dire que l'Internationale se situe au milieu du gué en 1896, c'est que c'est un moment un peu d'incertitude dans les deux camps, à la fois chez les socialistes et chez les anarchistes. On ne sait pas qui va l'emporter, il y a une mobilisation dans les deux camps, j'y reviens dans le dernier chapitre de ce livre, et il y a vraiment une période d'incertitude. Ensuite, elle est au milieu du gué aussi, car il y a, disons, une transition entre plusieurs générations de socialistes. Symboliquement, on peut prendre deux noms. Engels meurt un an avant le Congrès de Londres. De façon honorifique, son nom apparaît parmi la liste des membres participants au Congrès de Londres de la Deuxième Internationale. Mais c'est aussi le premier congrès international pour le Jaurès, qui arrive et se fait parrainer par plusieurs autres socialistes à Londres. Et en fait, c'est quelque chose qui, quand on s'intéresse aux acteurs, est tout à fait singulier. C'est-à-dire qu'ils se distinguent notamment sur leur expérience en tant que militants politiques, et en particulier leur expérience internationale. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Donc, sous une pluralité d'aspects, en fait, on a un certain nombre de transitions qui s'opèrent au Congrès de Londres, un certain nombre de ruptures qui se marquent. Et c'est, à mon avis, pour ça qu'on peut dire que l'Internationale se trouve au milieu du gué à ce moment-là. Donc, ce congrès de Londres, comme vous l'avez dit, mais ça c'est aussi quelque chose qu'écrivait Elie Halevi dans son Histoire du socialisme européen, désormais classique. Ce congrès de Londres fait partie d'un cycle de mise en place ou de définition de l'orientation générale de la Deuxième Internationale. Et je cite Elie Halevi à dessein parce que son analyse est issue d'un cours donné à l'École libre des sciences politiques entre 1901 et 1937. Et il s'appuyait sur les congrès pour raconter l'histoire de l'Internationale. Et d'une certaine façon, de la même façon qu'en histoire générale, il existe une histoire bataille, une histoire positiviste très attachée aux faits singuliers, il existe pour l'histoire du socialisme international une histoire congrès qui viserait à restituer cette progression, cette diffusion du socialisme par ces différentes étapes dans des congrès internationaux.
Et donc, ce qui est très étonnant dans ce livre, et ce qui est en même temps extrêmement riche, c'est que l'objet congrès, en définitive, est assez classique. Mais ce qu'il y a de tout à fait fascinant, c'est que vous lui donnez une dimension qui est complètement inédite. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle approche est-ce que vous avez construite pour faire de cet objet classique quelque chose de complètement nouveau, et sur quelle source vous vous êtes appuyé pour le faire? Eh bien, alors, par ma formation, en fait, je viens plutôt de la sociologie que de l'histoire. J'ai fait un master qui était pluridisciplinaire, et c'est comme ça que je me suis mis à l'histoire, en pensant m'y former. Et disons que ce travail sur le Congrès de Londres était mon essai sur la question. Donc, l'appareil théorique que j'ai commencé à faire tourner sur les premiers matériaux que j'arrivais à rassembler sur le Congrès de Londres, c'était ceux classiques en fait qui servent aux ethnographes ou aux sociologues lorsqu'ils font des enquêtes de terrain précises sur un congrès, par exemple. Aujourd'hui, je me suis inspiré de ce que des anthropologues ou des sociologues avaient déjà pu écrire sur des congrès de la CGT, par exemple. Je pense aux travaux de Sophie Bérou. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de voir, et là je vais prendre la seconde partie de votre question sur les sources, je vais essayer de voir dans des documents officiels ce que l'on va voir transpirer de ce qu'était concrètement un congrès international. Pour le dire autrement et reprendre ce parallèle avec l'histoire bataille, il est vrai que l'histoire des congrès est souvent résumée à une histoire des idées, en fait, une histoire des joutes verbales entre les grands noms du socialisme. Donc j'ai peut-être mal commencé en citant à la fois Jaurès et Engels, mais en fait, il y a un intérêt certain à se pencher sur le fonctionnement concret de ces congrès-là, parce que c'est pas du tout uniquement réservé au socialisme comme jugement, mais dans beaucoup de domaines historiques, on a du mal à savoir ce qu'étaient ce genre de congrès internationaux qui sont très importants dans cette vague de première mondialisation, celle qu'on appelle la première mondialisation à la fin du 19e siècle. Parce que, par exemple, ça permet de nuancer un certain nombre de thèses qui ont déjà pu être formulées sur le fonctionnement de ces organisations-là. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a une historienne qui s'appelle Moira Donald qui a fait un travail sur les congrès de la Deuxième Internationale et sur l'internationale en elle-même, en fait, en se basant notamment, et c'est très très intéressant et important, sur les relations épistolaires entre ces grands dirigeants. Et par la suite, elle développe un tout petit peu dans son livre. Elle s'intéresse aux compositions des délégations qui sont envoyées dans chacun des congrès. Donc vous avez cité les premiers congrès de l'international, mais il y en a en tout une dizaine avant 1914. Et l'une de ses conclusions fortes est que les mouvements socialistes nationaux essaient d'envoyer des délégations de plus en plus grandes pour pouvoir s'assurer une relative domination au sein de l'organisation Deuxième Internationale. Alors ça, c'est tout à fait intéressant et important à relever. C'est vrai qu'il y a des stratégies nationales pour peser dans le débat de la Deuxième Internationale, parce que quand l'Australie ne peut s'offrir qu'un seul orateur à Londres, eh bien, de fait, elle peut avoir moins souvent la parole et souvent fléchir le débat au sein de la Deuxième Internationale que les Allemands, par exemple, les Allemands de la SDF. Mais une chose que rate Moira Donald, c'est que en fait, le vote se fait par nationalité. C'est-à-dire que, par exemple, la voix de 400 Allemands ou 400 Anglais, pour le cadre du Congrès de Londres, va compter autant que la voix de la personne qui représentait l'Australie au Congrès de Londres. Et en fait, c'est un exemple parmi d'autres pour montrer qu'on a tout intérêt à se pencher sur les fonctionnements concrets de ces congrès pour comprendre ou pour éviter de mal contextualiser la surreprésentation de certains pays, par exemple, au sein de ces arènes-là. Après, de façon plus large, en fait, il se joue énormément de choses dans ces congrès que ne disent pas les histoires classiques qui s'appuient uniquement sur les rapports officiels, tant qu'ils les lisent uniquement comme quelque chose qui va rapporter de la doctrine. Tant qu'on ne se demande pas, par exemple, qui monopolise les tours de parole, ce que l'on sait de comment sont répartis les gens par tablé à l'intérieur du Congrès de Londres, ou encore à quel point la police pouvait être intrusive, être une menace sur les prises de parole, et ainsi tempérer les prises de position des uns et des autres. On rate, me semble-t-il, une partie de l'épaisseur sociale de ces congrès. Et c'est ça qui me semble tout à fait important, en fait. C'est-à-dire que c'est d'arriver à montrer, par exemple, que tout le monde ne vient pas grâce aux mêmes ressources au Congrès de Londres, tout le monde ne vient pas et n'en retire pas la même expérience en fonction de ses propres caractéristiques sociales. Donc il y a une expérience véritablement stratifiée de ce qu'est l'internationalisme socialisme en fonction de qui sont les acteurs du Congrès de Londres. Donc autant
pour synthétiser, autant on peut trouver dans les archives officielles et dans une simple relecture de ces archives-là des moyens de contourner, disons, l'histoire doctrinale, autant il faut aussi arriver à s'appuyer quand on peut sur des notices biographiques, sur des récits complémentaires qui ont été publiés ou qui n'ont pas été publiés, pour arriver à donner une perspective un peu plus sociologique à une histoire qui serait simplement une histoire des idées, en fait. Et alors, qui sont ces congressistes, en fait ? Alors c'est intéressant de voir qu'en fait, les congressistes qui sont présents à Londres, et ça se répète de congrès en congrès, mais mon étude se concentrait sur le congrès de Londres, sont vraiment assez divers. Concrètement, en termes d'investigation, je vais repartir de la méthode pour arriver à répondre à votre question. En termes d'investigation, j'ai pris la liste des 700 personnes qui étaient présentes au congrès de Londres et j'ai cherché pour elles, à travers des dictionnaires biographiques, un certain nombre de notices biographiques. Donc, je suis arrivé à trouver une petite moitié, pour une petite moitié d'entre eux, une notice biographique, et j'ai codé un certain nombre d'informations sur eux pour en faire une base de données que j'ai exploitée avec des outils classiques de la sociologie quantitative qui sont maintenant là, très largement utilisés en prosopographie historique par les travaux par exemple de Christophe Charles. Et j'utilise donc l'analyse des correspondances multiples, les classifications hiérarchiques pour en fait essayer de comprendre quelles sont les principales ressemblances et dissemblances au sein d'une population, comment on peut repérer certains groupes, ou est-ce qu'il y a des clusters d'individus qui se ressemblent ou pas. Et de ce point de vue-là, il est intéressant, à mon avis, de séparer plusieurs groupes. Et statistiquement, on voit se distinguer assez clairement plusieurs groupes. Le premier d'entre eux, qui me semble est le plus connu, évidemment, c'est celui que, après Émile van der Velde, j'ai proposé d'appeler les pèlerins de l'international, qui est constitué par, disons, les grands noms, les grands leaders du socialisme européen à ce moment-là. Donc dans le livre, je prends exemple d'une des filles de Marx, Eleanor Marx-Aveling, qui accueille chez elle la plupart des grands socialistes allemands, par exemple, durant la durée du congrès de Londres, donc Liebknecht notamment. Donc en fait, pour ces gens-là, il y a des connexions très très fortes, des relations épistolaires de longue date, des échanges fréquents, ils partent souvent en vacances les uns chez les autres, et ce congrès, c'est aussi l'occasion de se retrouver. Ce qui est assez différent en fait pour prendre un groupe complètement opposé, des gens qui vivent leur premier congrès, comme c'est le cas de très nombreux Anglais qui sont présents au congrès de Londres et qui sont uniquement présents parce qu'il est justement à Londres. Il y a un effet distance important, qui eux manquent d'expérience internationale si on les compare à d'autres, même si ces descriptions négatives sont pas toujours très satisfaisantes. Et qui sont là parce qu'ils ont obtenu un mandat local, par exemple d'une bourse du travail, disons à Marseille, pour pouvoir se rendre à Londres. Et alors ils bénéficient de subventions, soit de leur mairie, soit de leur bourse du travail, soit de cotisations de leurs camarades, pour pouvoir se rendre à Londres, puisque en fait un ouvrier avait absolument pas les moyens, évidemment, à l'époque, de se payer le trajet jusqu'à Londres, surtout quand on pense que certains militants avaient jusqu'à 5 jours de voyage pour se rendre à Londres. À part ces deux groupes, disons, ceux qui participent de façon très exceptionnelle et ceux qui participent de façon à peu près permanente et qui structurent la deuxième internationale, entre eux, on va trouver, disons, au moins 3 autres groupes. On va trouver d'abord des leaders régionaux. Alors ça, c'est le cas de Jaurès. En fait, Jaurès, c'est un moment où il rentre véritablement dans le socialisme et où il essaie de tenir compte de l'un de ces conseils qu'Engels avait donné à Lafargue, c'est-à-dire que pour avoir une reconnaissance au niveau national, il faut aussi bénéficier d'une consécration internationale. Donc c'est pour Jaurès disons, il fait ses premiers pas dans l'international, il bénéficie d'un certain prestige en France à l'époque, mais pas du tout celui qu'on lui connaît avant 1914, il n'est pas encore cette figure centrale, il y a énormément de concurrence encore autour de lui. Mais donc pour eux, c'est une façon de commencer à s'imposer à la fois dans les arènes internationales, de se faire reconnaître et de représenter en quelque sorte le socialisme français, à la fois pour ses voisins européens et pour ses compatriotes. D'ailleurs, le Congrès lui donnera plusieurs fois l'occasion de prendre cette position-là.
Ensuite, à côté de ces leaders régionaux, on va trouver des gens qui ont un peu plus d'activité politique internationale à leur passif. Et on peut distinguer principalement deux groupes. À mon avis, le premier, très très important, c'est celui des anarchistes, qui, tout en étant assez présents de congrès en congrès au sein de l'international, ont beaucoup souffert des persécutions dont ils ont été victimes, surtout durant la décennie 1890, qui, comme vous le savez, est celle d'une propagande par le fait, avec nombre d'attentats qui ont été commis notamment en France et en Italie. Donc c'est une population très très surveillée qui a dû fuir pour certains les pays dans lesquels ils résidaient, qui profitent du fait que le Congrès est à Londres et que Londres est encore une capitale dans laquelle ils sont les bienvenus. Alors il y a des Constance Mentman analyse ça très bien. Il y a des quartiers qui sont réputés anarchistes, qui sont suivis par la police, mais dans lesquels les anarchistes retrouvent un certain havre. Et donc ils arrivent à maintenir certaines connexions entre les différents nœuds ou les différents réseaux anarchistes à travers l'Europe et à se mobiliser, on pourra y revenir aussi, pour avancer des propositions et notamment s'opposer à leur exclusion lors du Congrès de Londres. Enfin, un dernier groupe qui me semble intéressant de nommer ici, c'est celui que je propose d'appeler les seconds couteaux de l'international socialiste. C'est un ensemble de personnes, à l'image de Charles Bonnier, qui en fait vont servir d'intermédiaires entre les pèlerins de l'international, donc l'élite de l'international socialiste, et les représentants régionaux, les leaders régionaux, qui vont parfois se substituer à ces derniers lors de congrès. Par exemple, lors du congrès avant le congrès de Londres, donc le congrès de Zurich, une partie des Français étaient isolés, étaient concentrés en France et pas à Zurich, parce qu'il se trouve qu'au même moment, il y avait des campagnes politiques importantes. Et Charles Bonnier a eu un rôle important de représentant d'un certain nombre de leaders français au sein de l'international, alors même que ces leaders français ne faisaient pas partie de ce petit groupe de pèlerins de l'international. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour essayer de développer ces différents profils, mais il me semble que c'est important de bien comprendre que selon les caractéristiques sociales avec lesquelles on arrive au Congrès de Londres, on est amené à prendre des positions politiques différentes, à prendre plus ou moins la parole, et surtout à avoir des expériences très très différentes du Congrès. Qu'on ait par exemple des sociabilités très internationales ou pas du tout. Alors des expériences très différentes, les gens arrivent au Congrès de Londres avec des expériences contrastées, mais ils en partent aussi avec d'autres expériences qui sont encore plus contrastées. Et la question qui va se poser, c'est à quoi est-ce que ça sert finalement pour tous ces gens qui transitent, qui arrivent au Congrès de Londres et qui en repartent? À quoi va leur servir cette expérience du Congrès? Alors ça, c'est une question qui est un peu difficile. Récemment, lors d'une réunion du groupe de travail Eurosoc, on a eu la chance d'avoir une leçon de Marcel van der Linden qui, en guise de plaisanterie, disait que les congrès internationaux ne servaient pas à grand-chose puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'effets en retour sur les politiques la façon de faire de la politique dans les États européens ou américains. Il me semble qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut repérer. Tout d'abord, au niveau individuel, le fait d'avoir expérimenté un congrès international, c'est l'accumulation, disons, d'un capital politique particulier. C'est une forme de certification qui souligne le fait qu'on a été engagé dans des activités internationales, qu'on a pu être un porte-parole avec un rôle un peu différent de ce qu'on peut avoir au quotidien dans la vie d'une bourse du travail ou d'une section d'un parti, par exemple français à l'époque, qui est, disons, cette forme très très valorisée, qui est celle de la solidarité internationale, qui est censée se fabriquer dans ce genre de congrès. Donc, je pense qu'on repart de Londres avec un certain nombre de consécrations. Alors évidemment, ces consécrations ne sont pas automatiques, elles ne sont pas toujours valorisables. Je vais prendre un exemple tout simple. Jaurès, quand il revient du Congrès de Londres, on est on n'est peut-être pas encore dans le moment le plus important de tension entre la France et l'Allemagne. On n'est pas encore après... Ça serait probablement plus après 1904 et 1905, mais on l'accuse déjà d'avoir eu des connivences avec des socialistes allemands, et donc on sait quelles pouvaient être les tensions entre ces deux pays pour des raisons territoriales à l'époque. Donc, s'il peut y avoir des consécrations, leurs effets ne sont pas automatiques quand on revient, disons, dans un champ politique plus régional.
Ensuite, autour du Congrès de Londres, ça, c'est important de le mentionner, il y a un certain nombre d'organisations et d'associations qui gravitent, souvent des associations internationales, disons corporatistes, en tout cas par corps de métier, qui se regroupent, je sais pas, l'Association internationale des tailleurs, des métallurgistes, etc. Et les congrès de la Deuxième Internationale sont l'occasion de produire des réunions entre syndicalistes de différents pays, puisque ces syndicalistes font partie des délégations qui vont au Congrès de Londres. Et bien avant, après ou en parallèle du Congrès de Londres, ces syndicalistes participent à des réunions internationales qui permettent de s'entendre sur le prix de telle ou telle matière première, d'échanger sur les contraintes qu'il y a en termes de transport des marchandises, d'échanger sur la possibilité d'organiser des grèves et de contrôler le fait que, de façon transfrontalière, des travailleurs viennent prendre la place des grévistes, etc., etc. Donc c'est des lieux importants de mobilisation par corps de métier. Et ça, encore une fois, au niveau individuel, c'est aussi l'occasion de prendre un nouveau mandat, c'est-à-dire que des congressistes qui arrivent à Londres, sans avoir particulièrement un mandat dans une de ces aires professionnelles-là, peuvent se trouver un nouveau mandat et débuter ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de carrière politique ou une carrière militante, ou continuer ou prolonger en tout cas une sorte de carrière militante via ces organisations internationales. Donc il faut voir le Congrès de l'international, mais de façon plus globale, les organisations qui gravitent autour. C'est par exemple la trajectoire de Thomas Mann, dont je dis deux mots à la fin du livre, est intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il va se réinvestir dans des organisations syndicales, puis après dévier lentement vers le communisme naissant à l'époque. Ensuite, pour essayer de revenir sur des choses un peu plus générales, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, ces congrès, au-delà du niveau individuel? Prenons l'exemple de la séparation entre socialistes et anarchistes. C'est quelque chose qui va permettre aux socialistes de se distinguer des anarchistes dans le jeu politique national. Les anarchistes ont très très mauvaise presse suite à la décennie 1890 et aux attentats qui ont été perpétrés. C'est pas vrai à travers toute la population, mais en tout cas, en fait, le fait de se distinguer, et notamment d'avoir l'appui de l'international pour se distinguer les uns des autres, va faciliter leur insertion et leur participation à la vie politique nationale de façon, disons, plus lisse que s'ils avaient eu à gérer ou à continuer à gérer leurs relations ou leurs accointances avec tel ou tel courant anarchiste, plus ou moins proche ou plus ou moins allié à travers des syndicats, etc., etc. Donc, en fait, il est assez difficile, donc là je l'ai fait dans un sens uniquement, des congrès vers la vie politique nationale, mais on pourrait faire l'inverse, il est assez difficile de séparer les deux sphères, c'est-à-dire la sphère de l'international des sphères politiques nationales. Alors du coup, donc vous avez bien montré dans tout votre livre que le Congrès de Londres se trouve pris entre des logiques qui dépassent la seule internationale. Et à vous lire, il y aurait deux dynamiques en gros qui seraient un peu en tiraillement. Une dynamique qui serait liée à la première mondialisation, à tout cet effort de congrès, de coopération internationale, d'internationalisme, c'est dans le sous-titre de votre livre. Mais d'un autre côté, cette logique internationaliste serait en conflit avec celle de construction nationale, à laquelle les socialistes participent aussi. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que les deux s'articulent dans le Congrès de Londres? Est-ce que ça bascule du côté de l'internationalisme, ou est-ce que finalement c'est simplement un masque qui dissimule la construction de logique nationale? Comment est-ce que les deux s'articulent en fait? Ça me paraît une question très très importante. Je pense que c'est vraiment un des points clés de ce que j'ai voulu montrer. En fait, plus qu'une opposition simple, on va avoir une articulation entre ces deux logiques, d'un côté de mondialisation et de l'autre de nationalisation des sociétés. J'ai repris à mon compte en précisant un tout petit peu sous quelle modalité on pouvait l'utiliser pour le Congrès de Londres, un concept qui a été développé par un historien allemand qui s'appelle Kevin Callahan, qui est celui d'internationalisme, inter-nationalisme. Et en forgeant ce concept-là, donc à propos de congrès qui viendront après 1904-1905, donc les crises et les coups de Agadir et Tanger, il veut montrer qu'on va avoir deux logiques qui vont s'entretenir l'une l'autre, en fait, qui sont celles de mondialisation et donc d'une certaine facilitation, si vous voulez, d'un développement, d'une apogée des internationalismes, et de l'autre, la nationalisation progressive des sociétés européennes. Par exemple, au sein des congrès internationaux, si on veut prendre des détails très très pratiques, il y a de véritables efforts pour montrer toutes les connexions qui se font. On lit des télégrammes pour voir tous les mots de félicitations qui viennent des quatre coins du monde, d'Australie, des États-Unis, de Bulgarie, etc.
du côté, en tout cas, de la nationalisation des sociétés européennes, on va avoir d'autres indices, disons, permanents de l'importance sociale croissante du fait d'appartenir à quelque chose comme une nation. Et là, je reprends un autre terme, pour le coup, un historien académique, enfin, disons, un chercheur américain, Michael Billig, qui parle de nationalisme ordinaire pour montrer, en fait, pour relever toutes les occurrences où l'on marque l'importance sociale du fait d'appartenir à tel ou tel pays, d'appartenir à telle ou telle nation. Et en fait, au Congrès de Londres, on va avoir deux logiques en parallèle, en fait, pas tant qui s'opposent, mais qui s'articulent, entre, d'un côté, des marques qui sont très très valorisés par le courant international. Vous connaissez bien sûr cette phrase célèbre prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc ça, c'est une phrase qui est utilisée très souvent, qui fait partie de formules très très régulières et utilisée fréquemment pour marquer la solidarité internationale. Et de l'autre, l'importance de la question nationale, parfois certaines fiertés, les fiertés françaises et allemandes s'opposaient dans les congrès, peut-être pas autant à Londres qu'ailleurs. Mais en fait, on va avoir à la fois des marques d'une prégnance très très forte d'une culture internationaliste qui est en train de se créer, et de l'autre, des marques d'appartenance nationale. Et une des choses qui symbolise le mieux cette intrication entre les deux, c'est qu'on tient absolument à avoir un congrès, à avoir un bureau du congrès donc, qui gère les différents échanges pendant le congrès, qui est le plus international possible. Donc, quand on dit le plus international possible, c'est que tous les pays qui participent à ce congrès-là ont au moins un représentant à leur tribune, à la tribune officielle. Et en même temps, quand on fait au moins un représentant par pays, on marque que c'est important d'avoir des gens qui sont là par pays. C'est-à-dire que, alors qu'on pourrait s'attendre, comme on l'a dans certains textes officiels de l'international, à avoir un parti international indivise, qui serait à la limite... qui se disputerait entre courants, entre différentes tendances, mais pas forcément liées à des territoires. On a aussi, en même temps, une territorialisation du socialisme, car on vote par nationalité, on est attablé par nationalité, on se regroupe pour prendre des décisions ou des avis par nationalité, etc. Donc, en fait, ces deux tendances s'articulent, et on arrive aussi, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec Jaurès, on arrive aussi à la construction internationale de leadership nationaux, puisque Jaurès va se voir reconnaître comme le français le plus intéressant à entendre sur la question des liens entre socialisme et anarchisme. On va décider qu'il faut écarter toute une partie des autres socialistes français qui sont bien plus âgés, bien plus reconnus à ce moment-là que Jaurès au sein du mouvement socialiste. Et on donne la parole à cette personne-là. Donc, très, très nettement, en fait, il n'y a vraiment pas une opposition, mais une articulation entre les deux, sur lesquelles, d'ailleurs, les socialistes parlementaires, ceux qui défendent l'idée d'une action politique opposée à une action dite économique défendue par les anarchistes, vont en fait jouer sur cette articulation entre le national et l'international pour imposer leur vue. Merci beaucoup. Donc des analyses très intéressantes que vous avez développées, je le rappelle, dans un ouvrage intitulé L'International au milieu du gué. Pierre Alérac, merci beaucoup. Et voilà, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.